Téléchargez et écoutez les podcasts hors connexion et gratuitement sur YouTube Music. SOS Racisme, mon père m'en parle de. Il m'a dit, ces gens-là, ils venaient, ils demandaient aux petits de coller les affiches, mais ils étaient jamais sur les affiches. Tu vois ? Jamais ils étaient sur les affiches. Oumavox. Et vive la France. D'ailleurs, c'est un sujet, mais il y a deux personnes qui ont évoqué le même sujet, mais de manière un peu différente. Du moins, une question différente. Le premier, c'est Estao Sous, qui nous dit, salam alaikum à toi, sommes-nous condamnés, alors, pourquoi sommes-nous constamment associés à la gauche progressiste ? En fait, on n'est pas du tout, les musulmans sont pas du tout collés à la gauche progressiste, nous on est collés à la gauche politique, pas la gauche idéologique, en fait. Quoique si, un petit peu avec la gauche idéologique, mais c'est sur un autre domaine et pour moi c'est tellement inexistant que ça mérite même pas qu'on en parle vraiment. Mais historiquement c'est bête, hein. C'est que la gauche en fait, c'est une tendance politique qui s'est souvent occupée du social et qui s'est souvent occupée du domaine du droit des ouvriers, des travailleurs, ce genre de choses. On sait que l'immense majorité de la population musulmane en France, elle vient originairement d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, et c'était une immigration de travail. Donc travail, qui défendait les travailleurs en France, la gauche. Voilà, le lien il est fait. C'est juste ça, le décor il est posé. Au départ, comme j'avais dit tout à l'heure, ceux qui immigraient de l'Afrique pour aller bosser en France, ils avaient comme vocation à faire de la thune et à repartir dans leur pays d'origine. C'était ça le plan. Après, les choses ont changé et la politique française a proposé, parce que c'est dans ce sens-là, hein, c'est pas les immigrés qu'on dit tiens on va rester s'il vous plaît acceptez-nous. Non. À l'époque, c'était Giscard en 74 avec sa loi du regroupement familial. C'était Francis Bouygues à l'époque qui disait dans des reportages qu'il était très content de compter 80% de son effectif salarié, de sa masse salariale issu de l'immigration africaine et nord-africaine, parce que pour lui, c'était des gens qu'on payait beaucoup moins et qui étaient une main-d'œuvre peu chère, etc. Donc à l'époque, il y avait une vraie volonté du gouvernement de garder les immigrés en France et d'en faire des citoyens français. Et donc la gauche, vu que ce processus d'installation était commencé à se faire, la gauche, elle a fait aussi beaucoup dans l'antiracisme. Parce que vu qu'une population massive, d'ailleurs pour le coup, venait s'installer en France, qui n'avait d'ailleurs pas du tout la même culture, qui n'avait pas de culture européenne en fait, hein. Parce qu'avec les Portugais, les Italiens, il y avait un petit peu de racisme, mais il s'est très vite, au bout d'une génération, ça avait disparu, puisqu'on pouvait plus différencier un Français de souche d'un Français d'origine italienne ou portugaise, tu vois. Alors que le Maghrébin, lui, sur 3 générations, on s'en aperçoit encore, tu vois, dans ses expressions, sa pratique du culte, etc. Donc, à une époque, la gauche, qui était très proche du milieu des ouvriers et qui protégeait les ouvriers, se sont dit tiens, les descendants, leurs enfants sont en train de subir un racisme quand même qui est assez visible. Et vraiment, les années 70-80, fallait voir ce que c'était, hein. On tirait sur des gens dans la rue, on les plantait au couteau, c'était une dinguerie. Il y avait des meurtres quasiment tous les mois, hein, d'immigrés ou de fils d'immigrants en France. Et donc la gauche, voilà, pendant très longtemps, a fait une espèce d'alliance comme ça symbolique entre la gauche, le Parti socialiste, toutes ces associations qui gravitaient autour et la communauté maghrébine et noire. Voilà pourquoi on est collé à la gauche. Mais depuis, c'est bon, c'est fini, hein, c'est terminé, hein. Et les plus grands ennemis de l'islam en France, ce sont des gauchistes, hein. Charlie Hebdo, c'est l'idéologie de Charlie Hebdo, d'Harakiri, c'est pas une idéologie de droite, catholique, respectueuse des valeurs, pas du tout, hein. C'est vraiment une idéologie de gauche, hein. Caroline Fourret, c'est une gauchiste, hein. Toutes ces personnes-là, ce sont des gauchistes, et les plus grands ennemis de l'idéologie musulmane, c'est des gens de gauche, hein. C'est surtout les gens d'extrême gauche. Les anarchistes, par exemple, les anarchistes dans les années 1800, début 1900, c'était des gens qui ouvraient des journaux qui avaient pour titre ni Dieu ni maître, hein. L'expression ni Dieu ni maître, c'est un truc très anarchiste. L'anarchisme, c'est un des enfants bâtards du gauchisme, hein.
les communistes. Aujourd'hui, allez écouter un membre du PCF aujourd'hui, qui lorsqu'on lui parle des Ouïghours dans des camps de concentration, le mec te dit pas du tout, la Chine est un grand pays, ils combattent le terrorisme, point. Les mecs, ils ont une haine viscérale de la religion, les communistes. Hein. C'est dans leur ADN. Hein. C'est dans leur ADN. Et le communisme, c'est le papa du gauchisme. Le marxisme, c'est le papa aussi du gauchisme. Ouais, c'est donc les gauchistes et la gauche, ça n'a jamais été des gens très en phase avec l'islam, si vous voulez. D'ailleurs, surtout la gauche aujourd'hui pro-LGBT machin, on n'est pas, il y a pas tant que ça de lien entre l'islam et leur idéologie, si tu veux. C'est juste encore une fois le passé lié à l'histoire de l'immigration, de l'antiracisme, etc. C'est juste cette phase-là qu'on a partagée. Et après, il y a eu un divorce très rapide, malheureusement. Le seul truc qui reste d'ailleurs de la pensée gauchiste dans la tête d'un musulman, c'est juste les fachos, c'est des méchants, tu vois. On a gardé des restes comme ça de bribes, de morceaux qui nous restent dans la tête de l'idéologie gauchiste, où toute personne qui critique les musulmans, c'est un facho, toute personne qui n'est pas d'accord avec nous, ce sont des fachos. C'est des bribes qu'on a gardées, malheureusement. Il y en a qui ont gardé ce type de discours jusqu'au vocabulaire même. Donc voilà, maintenant progressiste, la gauche progressiste et l'islam, honnêtement, il n'y a aucun lien entre le progressisme de gauche et l'islam, bien au contraire. Moi, le seul moment, ça que j'en parlais tout à l'heure, le seul moment où il y avait un tout petit peu, une petite accointance entre des musulmans et l'idéologie de la gauche progressiste, c'était des jeunes sœurs, des petites sœurs, qui sont souvent à la fac, parce que c'est souvent dans les milieux dans les milieux étudiants que la gauche détourne et endoctrine souvent les nôtres, c'est souvent sur les bancs de la fac. Et moi j'ai souvent vu des petites sœurs par exemple qui, en côtoyant des féministes non musulmanes à la fac, ou des mouvements féministes à la fac, ont commencé à faire une espèce de syncrétisme, un mélange entre l'islam et le néo-féminisme. À un tel point où moi j'ai vu des sœurs en France, c'est rare hein, mais ça existe, où t'as des sœurs qui sont à la fac, qui portent le hijab, qui sont dans le din machin, mais qui sont capables de défiler avec un drapeau LGBT. Et puis t'es là, tu leur dis, Orti, choisis, c'est soit le drapeau LGBT, soit ton din en fait, tu peux pas faire les deux. Et elle te dit si, alors dans une optique où en fait, parce que tu sais, nous aujourd'hui on est genré, on est racisé, tu sais, ils ont plein de vocabulaire comme ça là, les néo-gauchistes. T'as des sœurs qui te disent ouais, nous on fait aussi partie de ces minorités opprimées aussi par un certain patriarcat et par un certain machin. Et tu te dis oulala, chaud. Ça c'est le seul moment où je l'ai vu. C'est vraiment en plus c'était des sœurs parce que c'est vraiment lié au mouvement féministe. C'est vraiment des sœurs féministes ou adeptes du néo-féminisme qui vont et qui portent le hijab et tout hein, et qui dans un combat de lutte pour comment dire, contre les discriminations faites aux minorités, parce que les musulmans sont une minorité en France, hein, eh bien t'as des petites sœurs qui se disent tiens, on va rajouter l'islamophobie, c'est-à-dire la persécution systématique, étatique, gouvernementale faite aux musulmans, on va la lier à la cause LGBT, parce que historiquement, les LGBT, la communauté homosexuelle, elle a aussi été une minorité opprimée très durement. Aujourd'hui, c'est au contraire. Aujourd'hui, c'est la communauté qui a le droit de tout dire, d'insulter tout le monde, de provoquer tout le monde, de faire taire tout le monde, d'attenter des procès à tout le monde, et ça n'a plus rien à voir avec les homosexuels des années 60-70, hein, qui devaient se cacher et tout, hein. Ben voilà, idéologiquement, ces petites sœurs, elles ont fait un lien entre la défense des minorités et le fait aussi d'inclure les sœurs qui portent le hijab, discriminées, hein, qui sont vraiment discriminées en France, qui sont vraiment persécutées, eh bien, ils se sont trouvés des alliés dans la lutte contre l'homophobie, etc. C'est le seul moment où j'ai vu ça. Et vraiment, encore une fois, je le répète, c'est tellement infime qu'en vrai, il y a très peu de chances que vous en rencontriez dans la vie de tous les jours. Mais sur les bancs de la fac, j'en ai déjà rencontré. Ouais. L'anticléricalisme français, issu des Lumières, de la pensée des Lumières, etc., vient de la gauche, a formé l'esprit de la gauche. Hein. Ceux qui ont mis en triomphe Darwin, c'était les gauchistes, justement. C'était la gauche. Si vous lisez le manifeste du Parti communiste, vous allez voir que Friedrich Engels, qui est l'un des auteurs
cette de ce traité-là communiste, lui, il dit que les idées de Marx, de mémoire, hein, je cite ça, peut-être que la phrase sera pas totalement correcte, mais en gros, il disait que les idées de Marx et le manifeste finalement du Parti communiste seraient une révolution égale à celle de Darwin avec l'origine des espèces. Donc à l'époque, les gauchistes qui détestaient la religion, ils voulaient trouver absolument des arguments scientifiques pour détruire Dieu dans le cœur des gens. Et là, Saint Darwin est arrivé. Et c'était surtout dans les milieux anarchistes, communistes, qu'on va commencer à mettre en avant les théories de Darwin. Donc non. Si c'est pour une personne qui connaît un minimum l'histoire politique de ce pays, la gauche, c'est pas historiquement, c'est pas des gens qui sont islamophiles. Hein. Même s'il existe des gens de gauche islamophiles. Hein. Comme il existe des gens de droite islamophiles, comme il existe des islamophiles de toutes sortes. Mais c'est dans leur ADN, quoi. La haine de la religion, l'anticléricalisme qu'on connaît en France, l'esprit Charlie Hebdo, les caricatures contre le messager d'Allah, etc. Ça, c'est la gauche. Hein. Et c'est pas quelque chose de spécialement compatible avec l'islam. Il y a quelques années, Jean-Luc Mélenchon, il s'offusquait que des gens qui critiquent l'islam soient appelés islamophobes. Et en fait, non, c'était des gens qui étaient réellement anti-musulmans, quoi, qui étaient appelés islamophobes. Et lui, en fait, il disait, ouais, le terme islamophobe, ça c'est le discours des islamophobes d'ailleurs, de dire, ouais, bon, arrêtez d'accuser tout le monde d'islamophobe. Et il y a des gens qui lui ont rappelé. Donc il est pas... Moi, je me rappelle le discours de Jean-Luc Mélenchon, où il disait pas de religion en République, il faisait des conférences, hein, pas de religion en République, pas de religion en République, pas de religion en République, les religieux, moi je vais vous remettre à votre place, moi je vais. Il a un discours, Jean-Luc Mélenchon, depuis des années, mais il a une haine, un somme sur les religieux, vous n'imaginez pas. Lui visait en particulier les catholiques, parce que bon, c'est facile de tirer aujourd'hui sur les catholiques, hein. Les catholiques se défendent plus, c'est une communauté qui est morte dans sa foi, dans son... Il y a encore un peu d'organisation de l'Église catholique en France, c'est vrai, mais au niveau de la foi, au niveau de ses convictions, c'est mort, quoi. C'est une communauté, Et d'ailleurs, en même temps, d'une part, il n'y a que EFI, la France Insoumise, qui, entre guillemets, se positionne pour certains musulmans, et c'est parce que surtout, c'est à eux qu'on donne la contradiction sur les plateaux télé. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'eux qui se positionnent, d'une part. S'ils laissaient les musulmans parler directement, on pourrait se positionner nous-mêmes sans avoir besoin d'intermédiaires ou de tuteurs, quoi, d'une part. Et de deux, ils défendent un certain type de musulmans, un certain type d'islam, et dès qu'on les pousse dans leur retranchement par rapport à l'islam, l'islamisme, radicalisme, direct qu'ils se positionnent. Hein. Moi, je suis pour qu'on combatte l'islamisme, le radicalisme, alors que tout ça, c'est une même soupe qui est un prétexte pour combattre l'islam. Mais et ça, faut vraiment qu'ils le gardent en tête aussi. Hein. Exactement. Mais bon, comme il a dit Haroun à l'instant, ça fait vraiment époque coloniale, quoi. Mais c'est ça depuis les années 70, m'a dit. C'est ça, à chaque fois que quelqu'un de notre communauté, enfin quelqu'un de l'immigration essayait de parler, à chaque fois, non, tais-toi, mets-toi sur le côté. Ça, on connaît plein d'affaires, moi. Moi, le SOS Racisme, mon père m'en parle de... Il m'a dit, ces gens-là, ils venaient, ils demandaient aux petits de coller les affiches, mais ils étaient jamais sur les affiches, tu vois. Jamais ils étaient sur les affiches. Ça a toujours été des gens ça, blancs... Bien dit, ça. Mais c'est ça, hein. Ça c'est bien dit. Ça. Celle-ci, je la note même. Elle est pas mal. Ils demandaient aux Noirs et aux Arabes de coller des affiches, mais c'était jamais un Arabe ou un Noir sur l'affiche. Ouais. C'est ça en fait. C'est genre... je remercie mon père. C'est vrai que mon père est une qualité. Non, mais le truc, c'est que... Il faut qu'il travaille pour nous en communication. Ouais, je vais lui demander. Vous écoutez Radio Islam Impact. L'islamo-gauchisme, c'est une légende. C'est une totale légende. Islamo-gauchisme. Ça veut dire que le gauchisme idéologique serait l'allié de l'islam, la blague. N'importe quoi. Encore une fois, hein, historiquement, les deux liens qui entre la gauche et la communauté musulmane, en fait, la communauté maghrébine et noire, hein, c'est au-delà de la communauté musulmane, parce qu'on peut être maghrébin et noir sans forcément être musulman. Mais c'est lié à l'immigration, donc historique dans ce pays, l'immigration de travail, et le droit des salariés, si vous voulez. Où la gauche était très impliquée dans ces deux choses. C'est tout.
Tu coupes ça, là, il n'y a plus rien. Islamo-gauchisme de quoi? Ridicule. C'est absurde. Donc, D'ailleurs, oui, si je peux rajouter quelque chose, Ouais. moi, pendant un certain temps, j'ai été dans une fac de gauche. Et bon, moi, des fois, comme je suis pas très malin, j'ai mis un petit peu mes convictions en avant, dans le sens où, que lorsque j'ai vu que c'était pas très intelligent de dire certaines choses, et ben, je l'ai fait quand même, malgré tout. Ben, je me suis rendu compte, ça a été un mal pour un bien, je me suis rendu compte que, effectivement, tout ce qu'on nous vend et tout ce qu'on raconte, comme quoi les gens, oui, c'est islamo-gauchisme, machin, blablabla, que ces gens-là qui se revendiquent de la gauche, quand on parle de religion pure et dure et quand on rentre dans les détails, ces gens-là, ils te regardent d'un très très mauvais œil. Moi, je me rappelle les regards méchants que j'ai eus des féministes, etc. De toute façon, ces gens-là ne nous veulent pas du bien. Ces gens-là nous considèrent comme des arriérés et comme des gens qui vivent dans un monde qui est mort et qui ne renaîtra jamais. Donc en fait, je suis d'accord. Enfin, je pense que tous ces mots-là toutes ces notions-là sont mises sur la table pour nous exclure et pour exclure les musulmans du débat théologique, parce que effectivement, les catholiques et même les représentants de l'ultra-droite et de la droite qui justement veulent s'inscrire dans une pensée traditionnaliste française due à l'histoire de France, eh bien ils voient l'islam comme un concurrent et comme une menace dans leur propre on va dire dans leur propre cours, si je puis dire. Donc effectivement, par rapport à ça, donc ils se disent bon ben on va mettre ça dans notre cours, comme ça on fait croire à tout le monde que ça n'a rien à voir avec nous, comme ça les autres ils vont pas s'intéresser à ça. En fait, ils essayent de nous stigmatiser, de nous marginaliser pour justement nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Voilà, c'est surtout ça. C'est ça. D'où l'importance après de gérer notre communication et de dire nous-mêmes ce qu'on est, quoi. On n'a pas besoin de porte-voix, on n'a pas besoin de haut-parleurs, on n'a pas besoin de membres du Parti Socialiste ou de la France Insoumise pour parler à la place des musulmans. Ouais. Et Mais ça va, c'est... Ouais. D'ailleurs, de tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à essayer de trouver des valeurs que partagent aussi bien les gauchistes ou extrêmes gauchistes et les valeurs islamiques. J'arrive pas à trouver. Autant pour les valeurs de droite et d'extrême droite, ça coule de source, que ce soit la famille, les valeurs traditionnelles, etc. Mais par rapport à la gauche et l'extrême gauche, je suis en train de réfléchir à des valeurs communes, mais ça me vient pas, tu vois. Ouais. J'arrive pas à trouver. Ouais, mais même moi, j'allais dire la nourriture, après je me suis dit non, les mouvements véganes et tout, c'est très gauchiste, on n'est pas végan, nos musulmans. Le véganisme, c'est pas islamique. Non, il y en a plus. Non, il y en a pas. Les vêtements, l'idéologie, les mœurs, Non. Je dirais même d'ailleurs paradoxalement, on est beaucoup plus proche des droitards. Des droitards parfois souvent anti-islam et identitaires. Même si eux-mêmes ne veulent pas l'avouer, hein, parce qu'ils ont du mal à se dire on est plus proche des musulmans que les gens de gauche, mais il y a beaucoup plus de proximité entre nous et les droitards qu'entre un droitard et un gauchiste aussi, hein. C'est marrant, mais il se l'avoue pas, mais le musulman, il a à cœur la famille, il a à cœur le fait de défendre des valeurs morales, une identité millénaire, une religion, Enfin voilà. Peut-on parler des islamophobes qui justifient leur islamophobie par une peur d'un islam? Ouais, tiens, en plus c'est lié à l'actualité. J'aime bien. Allez, on prend le sujet. Il y a Adam Abed qui nous dit, salam alaikum Adam, qui me dit, peut-on parler des islamophobes qui justifient leur islamophobie par une peur d'un islam politique? Bon, on va revenir sur le terme islamophobie déjà, parce que, comme nous le dit le frère Haroun, qui vient souvent sur le Discord, Haroun, il nous répète souvent que le choix des mots il est important, que le sens des mots est important, et c'est vrai. En fait, islamophobie, dans le sens commun du terme aujourd'hui, ça veut pas dire avoir peur de l'islam, qu'on soit clair, hein. C'est pas ça le sens du mot, c'est pas ça. Islamophobie, c'est une haine
ou une discrimination faite à quelqu'un qui est de confession musulmane. C'est ça en fait. C'est vrai qu'on est loin du terme islamophobie. Islamophobie, littéralement, islam, la religion, phobie à la peur. Mais voilà, vous savez que les mots peuvent changer de sens au fil du temps, et on retient au final le sens commun du mot qui est utilisé aujourd'hui. L'islamophobie, en fait, en vrai, c'est pas une opinion. Quand tu regardes bien, ça peut l'être, cela dit. Hein. Tu peux être islamophobe et dire je suis islamophobe. Mais c'est pas une opinion dans le sens où, en fait, c'est simplement exprimer sa haine, tu vois, une détestation d'une personne parce qu'elle est de confession musulmane. Donc quand il y a des gens qui te disent moi je suis islamophobe parce que islam politique, déjà j'ai pas envie d'être vulgaire, mais tais-toi en fait, tu vois. Si aujourd'hui on admet que tu peux pas venir et dire moi je suis anti-blanc parce que t'as vu Nordal Lelandais, l'Église catholique, tu vois, pédophilie machin, bon. Tout de suite on te dira non, tu peux pas dire que t'es anti-blanc, c'est ouf de dire une chose pareille. Et c'est vrai, c'est ouf de dire qu'on est anti-blanc. Il y a pas de justification à dire qu'on est anti-blanc. Tout comme il y a pas de justification pour être anti-noir, pour être anti-machin. Mais là en fait, on t'a trouvé une justification à 2 balles, et plusieurs justifications à 2 balles pour dire ouais, en fait l'islamophobie, ouais, faudrait que ça soit légal en fait. Faudrait que la détestation de l'islam et des musulmans, parce que c'est surtout ça qui est visé par extension, c'est pas simplement l'islam qui est visé, c'est surtout les musulmans, on a envie de rentrer dans la tête des gens que ça va, c'est légal et c'est banal. Maintenant, dans les faits, ce qu'on reproche aux musulmans, c'est simple en fait. Hein. C'est ce qu'on dit déjà beaucoup d'hommes politiques un peu plus sincères que les autres. Mais t'as par exemple Ménard. Ménard, pour moi, ça a été la manière la plus claire de définir l'islamophobie. Parce qu'il y a des gens qui essaient de la psychologiser, de l'intellectualiser cette islamophobie, mais en fait c'est beaucoup plus terre à terre. Ménard, il y a quelques mois, il est passé sur un plateau de télé et il a dit et d'Algériennes, on trouvait plutôt les filles plutôt sexy, vous vous rappelez les beurrettes et tout. Attendez, aujourd'hui elles sont pas sexy, ça c'est le moins compliqué, elles sont voilées. Wallahi que l'islamophobie, en parlant du voile pour le coup en particulier, c'est ça. Quand il y a des gens qui commencent à te dire ouais mais l'islam politique, les frères musulmans, là, wallahi la majorité des gens qui parlent d'islam politique savent même pas ce que ça veut dire l'islam déjà, et l'islam politique, ils savent pas ce que ça veut dire. Mais par contre, quand des mecs comme Ménard, qui est pas un mec stupide, hein, c'est pas un beauf Ménard, mais c'est quelqu'un il a glissé, mais c'est sa fitra qui a parlé. En fait, le gars il est en train de te dire moi je suis contre le voile. Pas parce que ça fait partie d'une religion, machin, mais c'est parce qu'en fait, moi et la culture française, par extension, c'est, voilà, des femmes qui ont, comme l'avait dit Chiappa d'ailleurs il y a pas très longtemps, ce qu'on veut voir, c'est des femmes cheveux au vent, c'est des femmes belles, épanouies, hein, on va lier l'épanouissement d'une femme au fait qu'elle soit belle et qu'elle ne porte pas de voile, n'importe quoi. Moi, je connais des femmes françaises de souche, athées, qui sont tombées en dépression à de multiples reprises, et des sœurs, alhamdoulilah, qui portent le djilbab, et il n'y a pas plus heureux sur terre qu'elles. Mais bon, dans la tête des gens, faut entretenir ce fantasme, tu portes le voile, t'es pas heureuse, t'es triste, tu ne portes pas le voile, t'es émancipé, t'as le sourire et tout va bien. N'importe quoi. Mais voilà, il y a des gens qui, comme Ménard, des fois ils glissent et ils avouent profondément l'explication de leur haine du voile. En réalité, c'est le voile m'empêche d'avoir accès au corps des femmes musulmanes, ça m'emmerde en tant que Français, républicain, attaché aux valeurs de la démocratie, ça m'emmerde un peu, donc le voile, hein, c'est pas une tradition de chez nous. C'est pour ça d'ailleurs que dans la rue, lorsque tu vois une gamine habillée de manière ultra vulgose, tu vois t'as des gamines aujourd'hui qui sortent en soutif dans la rue. Maintenant, c'est devenu un vêtement, c'est le soutif. On sort en soutif dans la rue, tu vois. En fait, là, on te dit oui. Là, les prédateurs sexuels qu'on a élevés en France avec la pornographie, etc., eux, ils te disent non, ça c'est bien, ça c'est démocratique, ça. Par contre, là, la femme voilée derrière, hein, on voit pas de fesses, on voit pas de poitrine, voilà, tout ça, c'est pas très républicain. Wallahi, c'est exactement ça. Mais ils vont pas le formuler comme ça, évidemment. Parce qu'ils vont passer pour des gros porcs dégueulasses. Personne dirait les choses comme ça. Donc en fait, l'excuse de l'islam politique, ça veut rien dire. En plus, l'islam politique, concrètement, ça veut dire quoi? En France, on va te parler systématiquement de l'islam et des frères musulmans en France qui essayent de prendre l'islam et de l'utiliser comme un outil politique.
il n'y a pas de frères musulmans en France qui font ça, c'est fini. Genre, l'ère des frères musulmans, l'ère des Ikhwan al-Muslimin, ça fait des décennies qu'ils n'existent plus, ces gens-là. Mais des décennies. Même dans leur pays d'origine. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, ils ont été dégagés depuis très longtemps. Et l'islam politique, concrètement, c'est quoi? On vous dit déjà que le voile, ça c'était... comment s'appelle cette ancienne ministre là qui avait dit que le voile, bref, c'est un discours assez commun. On te dit que le voile, c'est déjà un outil politique, le voile. Donc déjà, en tant que musulman, t'es là, t'écoutes ça, tu te dis, tu sais, j'arrête de... En fait, y a rien à dire, y a rien à écouter, c'est juste nul en fait. Demain, ils vont te dire, tiens, tes chaussures, c'est des chaussures politiques, tu vois. Ton sac à dos, c'est un sac à dos politique. Ton smartphone, c'est un smartphone politique. Enfin, n'importe quoi en fait. Le voile, c'est un outil politique, n'importe quoi. Après, on va te parler d'étendard de l'islam politique, ce genre de symbole à la con là. On te dit que ça, c'était Zineb Al-Razoui qui avait dit que les frères musulmans sont porte du pouvoir. D'accord? Où ça? En quelle ville? À quelle heure? C'est qui... Je veux dire, combien il y a de maires musulmans en France? Combien? Moi, j'en connais pas. Hein. Moi, je connais des maires maghrébins, mais des maires musulmans dans le sens où quand ils sont maires de leur ville... Ouais, c'était Rossignol, je te remercie Nordine. Laurence Rossignol-Westel qui avait dit ça. Oh, la mémoire que t'as, c'est incroyable. Sur les dizaines de milliers de villes qu'il y a en France, quel maire exerce son autorité de maire avec l'islam? Genre un maire, il est devenu maire, il a dit bon, je déclare que la ville de Saint-Machin en lait, tu vois, c'est califat islamique. Califat islamique, c'est bon. Micro-califat, on ferme les frontières et n'importe quoi. Quelqu'un peut me citer le nom d'un député musulman? Pas maghrébin ou d'origine, député musulman. C'est-à-dire un député qui est un élu de la nation représentant les Français de confession musulmane. Ça n'a jamais existé. Est-ce que quelqu'un peut me citer un ministre musulman? Pareil, ça n'a jamais existé. On a vu des Azouz Begag, on a vu des... Qui a exercé son pouvoir en France en tant que musulman? Jamais de la vie. Donc déjà, quand on vous parle d'islam politique, c'est-à-dire concrètement, il faut revenir à des bases claires. Hein. À quel moment les musulmans font de la politique? Je veux dire concrètement. À part l'UDMF, l'Union des démocrates français, l'Union des démocrates musulmans de France, à part eux, qui sont plus, on leur reproche des plus démocrates que musulmans d'ailleurs, mais à part eux qui essayent tant bien que mal de rentrer en politique depuis des années, avec beaucoup de galères en plus, comme quoi les musulmans en fait ils soutiennent même pas même le seul organe politique qui se réclame de l'islam. Où est-ce que les musulmans font de l'islam politique? C'est ça le truc concret, c'est quand quelqu'un vous parle d'islam politique, il est où cet islam politique? Il est où? Puis après on vous dit que l'islam politique c'est quand des parents réclament des repas de substitution à la cantine. Mais en quoi c'est de l'islam politique en fait? Ils sont fous quoi ces gens? Il est du droit des parents, pas de réclamer, d'exiger, mais le droit des parents de demander s'il est possible d'avoir des repas de substitution. Ça fait partie du droit des gens en France. T'as le droit de demander quelque chose. À partir du moment où quelque chose n'est pas interdit, t'as le droit de le demander. Et si on te le refuse, on te le refuse. On vous dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ouais, on vous dit ouais, mais quand on demande des repas de substitution, et alors? C'est-à-dire quand les végétariens demandent des repas de substitution à la cantine, vous venez parler de véganisme politique. C'est complètement idiot. Quand les musulmans, par exemple, on te dit qu'il y a des musulmans qui demandent des endroits pour faire construire des mosquées. En fait, c'est quelque chose qui est prévu par la loi, en fait. La législation en France, là, pour le coup, c'est pas une demande ou une question de quémander, c'est la loi, en fait. Dès que une communauté religieuse existe dans une ville, elle a le droit de réclamer à son maire, à la collectivité, d'avoir un endroit pour pouvoir prier. Parce que là, ça fait partie de la liberté de l'exercice du culte. Tout simplement. Et ça, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas. Il y a des gens qui pensent que en fait, c'est pas à demander. Vous savez, un peu comme Éric Zemmour aujourd'hui qui l'explique, la religion, c'est quelque chose de privé, c'est intime, c'est discret. N'importe quoi. Donc c'est quoi l'islam politique au final? C'est quoi l'islam politique? Wallahi, ça n'existe pas. C'est un faux concept tout pété dans lequel on met n'importe quoi et on te dit ça, islam politique.
Rappelez-vous de ce prof là à Trappes. Oui, je crois que c'était à Trappes, qui disait que ça c'était une fake news qui était quand même assez énorme. Lui, il te disait que les musulmans qui côtoyaient des non-musulmans à l'école, en revenant de l'école, les parents les désinfectaient à l'eau de Javel parce qu'ils côtoyaient des non-musulmans. Je sais pas si vous vous rendez compte de... Déjà, quand tu connais le prix de l'eau de Javel, t'as vu, nos parents, c'était pas des oufs, ils allaient pas gaspiller de l'eau de Javel pour ça. Mais vous imaginez la violence du truc? Oh, de l'eau de Javel, on va désinfecter nos enfants parce qu'ils côtoient des mecs. C'est quoi ce truc? Et il y a des gens qui vont te dire, ça c'est l'islam politique. Ou du moins, ça c'est l'islam, l'idéologie de l'islam politique dans les écoles. N'importe quoi. C'est ça le problème, en fait. C'est un mélange de fantasmes, de mensonges, de demi-vérités, Et l'islam politique, en réalité, personne ne sait ce que c'est, tellement ça veut rien dire. Et c'est d'ailleurs, je pense, sur ça qu'il joue. Plus quelque chose est flou, est imprécis, et sur lequel, en fait, on peut dire tout et n'importe quoi, plus c'est utile politiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à l'heure, j'avais dit eau de Javel pour le trap, mais en fait, c'est du gel hydroalcoolique. Pardon. C'est ça. Omar qui demande, les musulmans peuvent-ils s'assimiler sans faire de concessions sur leur foi? Alors, tout dépend de ce qu'on va entendre par s'assimiler. S'assimiler, si on prend la définition exacte du mot, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me tromper si je me trompe, ça veut, ce mot qui est si cher à Éric Zemmour d'ailleurs, ça veut dire devenir comme. C'est-à-dire que on devient comme l'autre en se dépouillant de ce qui fait notre singularité pour s'assimiler, devenir comme un autre. Alors déjà, les musulmans peuvent-ils s'assimiler? J'ai envie de dire que la majorité aujourd'hui des musulmans en France, ils sont nés en France, ils sont français et ils n'ont pas à s'assimiler. À la limite, la question de l'assimilation, je pense, se posait plutôt à leurs parents ou à leurs grands-parents qui, eux, étaient émigrés et qui venaient d'un autre pays et à qui on demandait d'adopter le mode de vie, les coutumes du pays dans lequel ils arrivaient. Après, si dans ta question tu veux dire est-ce que pour être français, les musulmans doivent-ils faire des concessions? Moi, mon avis personnel, c'est non. On peut, alors même si c'est compliqué, on avait fait un live complet sur le sujet. Nous sommes, en tout cas pour nous, les Français de confession musulmane, nous sommes pleinement musulmans et pleinement français. On est français dans nos habitudes, on est français dans notre manière de penser par rapport à plein de choses. Ce qui ne nous empêche pas, effectivement, de rejeter certains us et coutumes, certaines caractéristiques qu'on va retrouver chez d'autres citoyens français. Mais en aucun cas, le fait d'être, en tout cas c'est mon avis, hein, le fait d'être musulman nous empêche de nous sentir pleinement français et de nous enraciner dans ce pays. Après, voilà, il y a toute la question de l'islamophobie, et ça, c'est un autre sujet. Voilà. Je vais juste rajouter un truc sur ce que tu as dit, peut-être que tu l'as déjà dit d'ailleurs. Mais en fait, l'islam n'a pas du tout comme but de venir faire disparaître les spécificités des peuples, leurs particularités, leur identité, loin de là. D'ailleurs, souvent, c'est un peu ce que présentent souvent les identitaires, mais qui sont des brels en tout, mais en particulier sur l'islam, qui disent n'importe quoi sur l'islam, et qui disent que l'islam, c'est un système qui vient détruire la culture des peuples et les islamiser et les arabiser. On avait déjà parlé d'ailleurs de ce problème de l'arabisation. On avait expliqué que c'était en partie dû à c'est en partie notre faute, parce qu'on a tellement entremêlé nos coutumes africaines, nord-africaines, berbères et arabes avec l'islam, et surtout avec l'histoire de l'immigration, que lorsqu'on faisait da'wa après aux gens, ils avaient l'impression qu'on venait leur proposer de devenir arabes au lieu de leur proposer de devenir musulmans. Parce que voilà, on n'a pas su faire la différence entre le cultuel et le culturel. Mais au-delà de ça, quand on étudie un peu l'islam, juste le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient pas juste... Au contraire, il vient réaffirmer que son choix, ça a été d'avoir plusieurs peuples sur la planète, et que ces peuples s'entreconnaissent, voilà,
sans te reconnaître. L'islam, c'est une religion qui vient épouser les cultures, qui vient épouser toutes les langues du monde, qui vient épouser en fait toutes les cultures du monde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'elle qui l'avait dit, c'est les seules choses qu'il faut faire sortir de sa culture lorsqu'on devient musulman, c'est tout ce qui contrevient à notre din. Et quand on y pense bien, c'est pas non plus énorme, mais c'est des références au shielk, c'est des fêtes probablement païennes qui étaient liées à quelque chose qui en islam évidemment n'est pas cohérent, etc. Mais au-delà de ça, ta langue, l'art, je sais pas moi, l'art culinaire, l'architecture, je sais pas moi, tout ce qui a trait en fait, toutes les caractéristiques qui font d'un peuple un peuple unique, ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. L'islam le préserve. Et c'est là, en fait, où il y a un souci. C'est que, en France, dès qu'on commence à dire que on peut être français et être musulman, il y a plein de gens, et surtout sincèrement, les moins intelligents du monde, qui ont des réflexions parfois bêtes. Quand tu dis ça, quand tu dis il faut être musulman et s'enraciner en France, t'as des gens qui te disent « Ah, mais c'est pas cohérent. En France, ils aiment pas l'islam. » Bah oui, mais c'était aussi pas cohérent à l'époque des Qurayshites à Mecca. Ils aimaient pas l'islam non plus. Et pourtant, on n'a jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam dire devenons musulmans seuls et oublions d'être arabes. Non, tous les sahaba, ils étaient arabes, enfin la plupart étaient arabes et ils étaient très contents d'être arabes et leur culture d'ailleurs elle perdure encore aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps, mais elle perdure encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas parce qu'en France il y a un sentiment islamophobe que le fait de s'enraciner sur le territoire, c'est le fait de se franciser au sens de accepter l'islamophobie et d'être des serpillères, pas du tout, absolument pas. Au contraire, c'est le fait de s'approprier notre pays qu'est la France et de le réinventer, de le réimaginer. Il y a des gens comme ça qui disent tiens, en France la règle c'est l'islamophobie, donc ça sert à rien de s'implanter durablement et la porte elle est ouverte, tu peux partir. En revanche, il y a d'autres personnes qui elles ont une culture française. Ils savent ce qu'il y a de bon dans la culture française. Il n'y a pas que du bon dans la culture française, mais il y a du très très bon dans la culture française. Et t'as des gens qui se disent, tiens, je vais essayer d'équilibrer ma vie en étant musulman, pratiquant, en essayant d'être le plus cohérent possible avec mon din, et de faire en sorte d'être français, et de faire cohabiter ça de manière harmonieuse. On ne dit pas que l'exercice il est facile, mais on dit que, voilà, il y a beaucoup de gens qui visent cet objectif-là. Moi, c'est le mien, Yazid aussi, plein de frères ici peut-être, et c'est conciliable, largement conciliable. Si l'islam a pu s'implanter en Chine. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il y a un État communiste qui s'en prend très durement aux religieux et aux musulmans en particulier. Mais si l'islam est allé jusqu'en Chine pendant des siècles, pendant plus de 1000 ans, si l'islam s'est implanté dans les territoires berbères, si l'islam s'est implanté dans des territoires turciques, si l'islam s'est implanté dans quasiment tous les peuples du monde, et que ces peuples-là, ils ont toujours su garder leur identité, mais c'est bien que l'islam, au contraire, l'islam, quand les gens deviennent musulmans, ils s'implantent là où ils sont, ils gardent leur culture, tout ce qu'il y avait de plus vertueux dans leur culture, et de ne pas opposer à l'islam, et ils ont fait en sorte d'être des peuples puissants, uniques, des peuples uniques, avec des particularités propres, et l'islam, ça a été leur bouclier, leur glaive pour être les plus puissants sur la planète. Et en islam, d'ailleurs, enfin, je sais pas pour vous, mais quand vous voyez des images de Mecca, par exemple, où vous voyez des frères et des sœurs qui viennent d'Asie, voilà, avec leur culture indonésienne. Lorsque vous voyez des gens qui viennent du Turkestan oriental, lorsque vous voyez des gens qui viennent d'Algérie, qui viennent du Bénin, qui viennent d'Australie, et vous voyez que c'est tous des musulmans avec des langues différentes, avec des visages différents. C'est magnifique en réalité, c'est beau. Je sais pas. Enfin, j'ai pas envie de faire le mec, on dirait un gauchiste, vous savez, on dirait un peu un gauchiste, un peu mondialiste comme ça, qui aime bien le multiculturalisme, machin. Mais en vrai, je veux dire, voir la pluralité des peuples musulmans, je trouve ça magnifique. C'est une puissance monstrueuse. C'est beau, en fait. Et c'est l'uniformisation de ces peuples avec une culture commune qui serait moche, en réalité. Le seul truc qu'on devrait avoir en commun, c'est notre religion, c'est notre din. Et on a tous des cultures différentes, des langues différentes, et ça fait réellement la richesse de tous les musulmans. Donc non, il y a aucun problème avec le fait d'être musulman et de vivre dans un territoire et de développer ou de sauvegarder la bonne culture de son peuple. C'est pas facile, c'est sûr, mais personne n'a dit que ça l'était, personne n'a dit que ça devait être facile. Donc ouais, non, je trouve ça bien. Gardez votre culture.
et soyons tous des frères et des sœurs. Mais gardez votre culture, s'il vous plaît. Ne vous arabisez pas. S'il vous plaît. C'est pas du tout islamique de vouloir s'arabiser. C'est pas le but. Oui, c'est juste. Vas-y, Eric. Non, en fait, c'est très rapide. C'est juste une image que je donne souvent pour illustrer ça. C'est voilà, c'est que la règle de reste islamique, mais la manière de faire peut être culturelle. Je prends souvent l'exemple de la nourriture. En gros, la règle, c'est il faut que la viande soit halal. Bon, on peut faire n'importe quel plat culturel en mettant de la viande halal dedans. Voilà. Je prends souvent cette image d'un petit peu pour illustrer cette différence entre culturel et cultuel. Et je te remercie beaucoup parce que ça me permet juste d'aborder une anecdote que j'ai vue il y a pas longtemps. En plus, enfin, non, c'est même pas une anecdote, c'est un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est Frédéric Delavier. Vous connaissez tous Frédéric Delavier, l'expert en bodybuilding et tout. Il a fait une vidéo il y a pas longtemps où il disait qu'il était musulman. Donc moi, avant même de regarder la vidéo, connaissant le personnage, j'ai rigolé. Je me dis, bon, musulman, je sais pas d'où, mais de long en large, j'ai jamais vu qu'il était musulman de ma vie. Mais j'ai écouté sa vidéo. Et à un moment donné, il y a un truc qui était navrant, mais qui montrait en fait l'ignorance des non-musulmans sur l'islam. Il dit, mais en gros, et il n'y a pas que lui qui avait dit une chose pareille, mais en gros, il y a des gens qui vous disent, moi je suis pas musulman dans la pratique, enfin c'est ce qu'il a dit en tout cas, je suis pas musulman dans la pratique, parce que moi, vous savez, je mange toujours du saucisson et je sais plus quoi, autre chose. Mais en fait, depuis quand en islam le saucisson c'est interdit ? Qu'est-ce que vous racontez en fait ? C'est jamais de la vie. Le saucisson, c'est une manière de préparer, de sécher la viande. C'est tout, hein. C'est juste sécher de la viande, du saucisson. C'est pas forcément quelque chose qui doit avoir du porc dedans. Il y a des saucissons à tout d'ailleurs, pour les gens qui aiment la charcuterie. Moi j'aime beaucoup la charcuterie. C'est qu'on vient pas pour dire aux gens, t'as pas le droit de manger de ta spécialité locale, ou t'as pas le droit de manger d'eux. C'est juste que chez nous, il y a des critères. Et des critères, voilà. Et des critères pour rendre des choses consommables licites et qui s'expliquent de manière très simple. Pourquoi en islam on parle de viande halal au-delà du bon traitement de l'animal, etc., de toutes ces notions qui sont évidentes, hein. Parce que le halal, c'est pas simplement ne pas manger de porc et égorger l'animal. Ça encadre, ce qui est licite encadre beaucoup plus de choses. Mais pourquoi il faut que notre viande soit licite ? Pourquoi notre vente de viande en islam doit être licite islamiquement ? Pour une raison toute bête. C'est qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les polythéistes, quand ils mangeaient des animaux, quand ils chassaient des animaux, ou quand ils achetaient des animaux et qu'ils allaient les consommer, ça leur arrivait de le sacrifier sur des autels pour des divinités païennes, pour le coup des idoles païennes, hein, ce sacrifice était dédié à du shirk. Et en islam, nous, quand on sacrifie un animal, on le tue, on le sacrifie au nom d'Allah, du tawahid, de l'unicité, du Dieu unique. C'est tout, c'est facile d'expliquer aux gens. À l'époque, les gens, ils égorgeaient pour des idoles, c'était n'importe quoi. Bah, nous, pour Allah seul. Et c'est facile à expliquer. C'est pour ça d'ailleurs, quand il y a des non-musulmans qui vous disent, mais je comprends pas, c'est quoi halal ? Qu'est-ce qu'il y a dans la viande halal ? Bah, il y a de la viande. Ouais, mais il y a un truc spécial dedans. Non. Il y a des gens en France, ils sont persuadés que le halal, il y a du maraboutage, il y a une épice magique qui te forcerait à devenir musulman. Et en fait, non, c'est facile à expliquer. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours ce problème de culture, de culte, on a du mal à expliquer les choses, on a du mal à se faire comprendre parfois. Il y a des gens aussi qui sont pas très fut-fut et ils vont pas non plus chercher d'explications et c'est triste, quoi. Donc, non, moi, comme Yazid, moi, je suis persuadé qu'on peut être totalement français. On peut prendre ce qu'il y a de très beau, de très bon dans la culture française, et on peut délaisser, pas supprimer, parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, les autres, s'ils veulent garder des traditions païennes pour eux, on s'en fout. Moi, je suis pas leur père, ils font ce qu'ils veulent. Mais tu peux être français, prendre la culture, le bon de ce qu'il y a dans ta culture, et être musulman. C'est tout. Ça demande un effort, c'est de la pédagogie, c'est de l'apprentissage. Non, en plus, on est les premières générations qui s'assimilent vraiment, et dans le bon sens de l'assimilation. Hein. C'est compliqué. Mais moi, je pense que c'est une manière d'avancer. Pourquoi les cités ne sont pas devenues des endroits de vie paisibles, alors que ces mêmes cités ont été remplies majoritairement de musulmans durant les 40 dernières années? Ça, c'est une très bonne question, NR.
Très pertinente en plus. Je l'épingle même tellement elle est pertinente. Alors, je sais pas si toi t'as déjà vécu en cité NR. Je sais pas si tu viens de citer, mais moi oui. Moi oui. Et même d'ailleurs, moi j'ai vécu dans des cités dans ma ville qui étaient considérées comme les plus dangereuses de France dans les années 80-90. Donc bien avant que certaines banlieues parisiennes deviennent des cités chaudes et tout. T'avais déjà des cités près de chez moi qui étaient ultra violentes. Et moi voilà, je suis né en plus à cette époque. En réalité, si tu regardes bien, la nuisance qui est pointée du doigt dans les cités HLM aujourd'hui, et même depuis quelques années, cette nuisance, elle vient pas des gens qui sont venus émigrer immédiatement, c'est-à-dire nos grands-parents et nos parents. Moi, mon grand-père, par exemple, Allah rahmou, mon grand-père maternel, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est arrivé en France, donc c'était encore à l'époque où l'Algérie était un département français, il travaillait en fait et il tenait un café en France. Il tenait un café, il avait un travail qui était plutôt respectable, sa famille était droite comme c'était pas permis, il y avait absolument aucun problème. Quelques années après, donc là c'était les années 50, quelques années après, t'as eu différents projets de loi et des contrats en fait qui ont été signés entre certains pays, notamment la France avec l'Algérie après son indépendance. T'as eu les accords franco-algériens de 64 et de 67 qui ont permis de faire venir une immigration massive, très rapide, très nombreuse, et surtout qui a été installée en France d'une manière catastrophique. Mais vraiment catastrophique. C'est pour les gens d'ailleurs qui ont connu à l'époque ça peut-être vos parents les avaient connus, c'était les fameux bidonvilles en fait. C'était une horreur. Comment on avait placé des gens dans des endroits, comment on avait fabriqué de toutes pièces des cités dortoirs. Hein. Il y a des villes en France, surtout en région parisienne. Si vous prenez par exemple une carte de France ou de région parisienne qui date des années 40-50, il y a des villes qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à cette époque-là. Il y a des villes qui ont été totalement créées pour être des cités dortoirs, ne servir qu'à être des cités de transit, faire venir des immigrés qui allaient bosser dans l'usine d'à côté et qui ensuite allaient repartir au bled. Et en fait, ces villes-là, qui au départ étaient censées être des villes provisoires, sont devenues des villes tout court en fait, des villes tout court. Donc la manière dont étaient parquées cette main d'œuvre de travail dans des cités HLM, ça a été une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. C'était insalubre, c'était dégueulasse. Toutes ces cités dortoirs d'ailleurs étaient mises en périphérie de Paris, parce qu'on voulait bien faire comprendre en plus à ces immigrés qui n'étaient pas français et qui n'étaient pas comme les autres. Donc il fallait pas les mélanger au reste de la population, il fallait vraiment les mettre au banc de la société. Et au bout de quelques années, malheureusement, quand tu mets que des gens issus d'une immigration extrêmement brutale, rapidement, dans des endroits quasiment insalubres, etc., ça crée déjà des problèmes. Donc les parents qui sont venus travailler, si tu regardes bien, même encore aujourd'hui, ils sont toujours considérés comme des musulmans qui ont toujours été discrets, bien élevés, tu vois. Par contre, leurs enfants, eux, c'est là où ça va commencer à dégénérer. Et ces enfants-là, ils ont commencé à naître dans les années 70, 80, 90, et eux, ils n'ont pas été élevés comme leurs parents au bled, avec de l'islam, avec de la tradition, du respect pour le voisin, etc. Pas du tout. Eux, ils ont vécu dans un pays qui a eu beaucoup de mal à respecter leurs parents, qui, eux, leur génération, les ont méprisés comme c'était pas permis. Ils vivaient dans une cité où il n'y avait que des gens qui leur ressemblaient, donc c'était extrêmement difficile de dialoguer avec des Français dits de souche et de pouvoir partager de la culture. Très compliqué, hein. Quand t'es un mec de cité qui est mis en périphérie de la ville, et tu t'appelles Mohamed, t'as beaucoup de difficultés à discuter avec un Mathieu qui lui vit au centre-ville et qui vit d'ailleurs carrément mieux que toi et qui a plus de moyens et qui est plus à l'aise, etc. C'est extrêmement compliqué. Mais en plus de ça, on a offert sur le plan culturel à ces jeunes le rap. Et toute la culture poubelle des États-Unis, on l'a déversée dans ces cités dortoirs. Et au bout d'un moment, t'as un cocktail explosif de cités où les choses se passent extrêmement mal. En plus, tu sais, ces gens de cités, ils essayaient culturellement d'ailleurs de se trouver des points communs avec les Afro-Américains.
savez, dans les films américains qu'on regardait lorsqu'on était plus jeune, et qu'on voyait des Afro-Américains, on se sentait beaucoup plus proche d'eux au sujet de la condition sociale que du Mathieu qui lui vivait au centre-ville et qui avait plus de moyens que nous. Ce qui fait que lorsqu'on a vendu cette sous-culture américaine à des mecs de banlieue, eh ben en fait ils se sont très vite attachés à cette culture américaine, de ghetto américain, noir, etc., avec le rap, la vulgarité qui va avec, parce qu'en réalité c'était voilà la seule culture à laquelle ils pouvaient vraiment s'identifier. Ils avaient perdu un peu le lien qu'ils avaient de l'autre côté de la Méditerranée, la façon de vivre, la mentalité, etc. Bah, pour eux, la culture la plus proche de la leur, c'était la culture afro-américaine, des cités, du rap, etc. Ce qui a créé en fait une génération un peu tarée, parce que cette génération, elle est née avec un pied dans la tradition et l'importance de l'islam, et un pied dans la sous-culture américaine. Et ce mix-là, il a créé les pires démons qu'on a vus en France. Du moins qui viennent de ces cités. Et ben en fait, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, ces mecs de cité, ils ont vécu avec ça, un espèce de mix, tu vois, de culture afro-américaine, de la vie de cité à la française, un peu comme ça, mis de côté au banc de la société, avec un petit peu de tradition du bled, tu sais, et tout ce mélange-là, bah, ça donnait malheureusement les racailles qu'on connaît dans nos cités. Et donc nous, musulmans aujourd'hui, il faut déconstruire tout ça. Il faut absolument déconstruire tout ça. Il faut réapprendre aux mecs de banlieue que déjà c'est pas des mecs de banlieue, tu vois, c'est des Français, qu'ils sont d'origine nord-africaine, donc ils doivent être fiers de leurs origines, parce que dans nos origines on a eu de grands émirs, de grands mathématiciens, de grands musulmans, voilà, on a une très belle culture, que en étant français, ces Français d'origine nord-africaine, eh ben, ils peuvent aussi prendre ce qu'il y a de meilleur dans la culture occidentale, parce que il y a aussi quelque chose de très bon dans la culture occidentale, hein. La culture occidentale, c'est pas que le porno, c'est pas que le bar PMU, c'est pas que l'alcool, c'est pas que, hein, ce serait triste de résumer la culture française et la culture occidentale à ça. Mais il faut aussi apprendre aux gens qui viennent des mêmes milieux que nous, qu'il faut, voilà, déconstruire tout ça, prendre ce qu'il y a de mieux dans la culture occidentale, délaisser ce qu'il y a de mauvais, et évidemment de revenir à l'islam. Mais tout ça, ça s'explique en fait. Ça s'explique. Je sais pas si j'ai été clair, mais quand tu fais étape par étape, quand tu étudies étape par étape ce qui s'est passé, comment on est passé de nos parents qui étaient dans la tradition, dans le respect, dans le bien vivre ensemble, dans la bienveillance et dans la tradition avec de l'islam, tu vois, comment on est passé de ça à des gamins qui s'habillent en survêt, qui vont mettre des droites à des vieilles dans le métro pour leur voler leur téléphone. Comment on est passé de nos parents respectables à des racailles complètement sauvages. Et quand tu déconstruis tout ça et que tu commences à comprendre d'où viennent les problèmes, eh ben là tu fais de la pédagogie et tu dis bon les mecs, arrêtez de vous enfermer dans une caricature de racaille de cité dans laquelle vous ne pouvez pas sortir, hein, de cette caricature. Évidemment vous pouvez vous en sortir. Et ça passe par l'islam, ça passe par l'éducation, par la rééducation, ça passe par la culture, ça passe par le fait de se cultiver. Donc même au niveau des générations, d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années à l'autre, tu peux voir que la sauvagerie, parfois, elle peut arriver à une vitesse, tu la maîtrises même pas. Nos parents, Msakin, la génération dont tu parlais, Naras, quand tu parlais des gens des années 50, mais nos parents dans les années 70, 80, 90, ils étaient déjà perdus au sujet des technologies. À l'époque, pour trouver du haram, à l'époque de nos parents dans les années 50, fallait trouver des gens qui buvaient de l'alcool, qui regardaient des magazines un peu chelous, tu vois, ça c'était le summum du haram qu'ils pouvaient trouver. Aujourd'hui, frère, t'as des gamins, ils ont 10 ans, ils sont sur le smartphone de leurs parents, ils vont sur des sites porno. Parce que les parents, ils sont dépassés, ils comprennent même pas la technologie, ils peuvent même pas la maîtriser, la technologie. Va empêcher un gamin de pas regarder des sites porno aujourd'hui, c'est impossible. Impossible, tellement Internet est partout, c'est impossible. Donc oui, Naas, il y a eu un problème d'éducation, c'est vrai, il y a eu un relâchement dans l'éducation, c'est évident, mais aussi, il faut l'admettre, il y a aussi des trucs qui ont échappé au contrôle de nos parents. Totalement. Aujourd'hui, il y a des parents, Msakin, ils te disent, mon gamin, il avait 5 ans, hier, il parlait que des Avengers,
Aujourd'hui, je le récupère au poste de police avec des barrettes de shit sur lui. Apparemment, il a fracassé la tête de quelqu'un. C'est comment tu passes de kiffer les Avengers, ça, je vais fracasser des gens, je vais les cambrioler ou comme parce que t'as des parents, ils sont dépassés par ce qui se passe. Donc oui, il y a eu un problème d'éducation, c'est évident. Mais aussi, la société occidentale dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est d'une incroyable violence. La culture occidentale est d'une incroyable de violence. Et c'est incroyablement compliqué de gérer tout ça. Dis-nous. Ouais, je voulais compléter ce que vous disiez. Tout à l'heure, tu disais que ils ont été élevés avec un pied dans la religion et un pied dans la dunya, mais je sais même pas s'ils avaient le pied dans la religion, ils avaient peut-être le doigt, quoi. C'est vraiment, Oui, oui. il- À propos c'est, d'oser, ouais. oui, c'est ça. Et du coup, c'est quelque chose qui a vraiment été entretenu, quoi. C'est-à-dire que les parents étaient pris avec leur travail, etc. Et le peu de temps qu'ils voyaient leurs enfants par rapport à l'éducation qu'ils pouvaient avoir, que ce soit à l'école, dans les cours de récré, à l'extérieur avec les fréquentations, etc. Ça fait pas le poids. Ce qui promeuvent, à l'époque c'était Skyrock, je crois. Ouais. Skyrock, toute cette culture-là par exemple, à chaque fois qu'ils faisaient un événement, et même là, ça continue, à chaque fois qu'ils font un événement à destination des jeunes de quartier, c'est que de la musique, des trucs futiles, que des choses comme ça. Là, je voyais par exemple pendant l'été, ceux qui peuvent pas aller en vacances dans les quartiers, ils font des activités avec les jeunes où ils n'ont pas besoin de participer, c'est gratuit. Et à chaque fois, à la fin, t'arrives, tu vois, ils mettent baffe à fond, de la musique, et t'as les rebeux et les renois qui sont en train de danser comme des singes, quoi. Et je me dis, mais en fait, ils ont rien d'autre à leur proposer. Et c'est vraiment une culture spécifique qu'ils leur proposent, quoi. Et donc, voilà. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que, dans un sens, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes reviennent à l'islam. Parce qu'à force de constater la décadence de la société et la culture qu'ils proposent aux gens, il y a beaucoup de personnes qui reviennent au din, ce qu'ils appellent se radicaliser, et qui reviennent à des valeurs saines, quoi. Exactement. Exactement. Donc ouais, ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui de faire le ménage. Hein. Très, très, très compliqué. Et puis en plus, vous savez que le gouvernement aujourd'hui, il est très satisfait de voir que les gens issus de l'immigration et de cité, une bonne partie du moins d'entre eux ont pris ce qu'il y a vu des plus mauvais dans la culture occidentale. Parce que ça a permis de les abrutir. Et un peuple d'abrutis, c'est un peuple qu'on manipule très facilement. Donc voilà, le sujet il était intéressant. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que le simple fait de mettre des musulmans, des familles musulmanes dans un quartier suffit à ce que l'éducation soit musulmane et que... Mais en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Des paramètres de l'éducation que tu as souligné, des paramètres culturels, des paramètres liés à l'urbanisme. Parce que le fait de... je sais pas pour vous, hein, mais moi qui ai vécu en cité une bonne partie de ma vie, une communauté ne peut pas s'épanouir culturellement et psychologiquement quand elle est entourée de béton, de parking et de bars PMU. C'est pas possible. C'est une prison mentale en fait. T'es obligé de sortir de la cité pour respirer un petit peu, pour aller dans des forêts, tu peux pas respecter en fait le fait de vivre dans des bâtiments HLM. C'est pas possible. C'est des cages à poules en fait. Des cages à poules. Tu peux pas t'épanouir spirituellement et intellectuellement dans des cages à poules. Donc rien que l'idée de créer des tours HLM immondes, là, ça a aussi causé de gros troubles. Ouais, de gros troubles. Mais j'accuse pas que l'État. Hein. On a aussi notre part de responsabilité, faut être honnête.
Vous écoutez Radio Islam Impact.